Salut les petits foufous de l'histoire. Quelle a été l'action des blindés belges en mai 1940? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, suite à la précédente où je vous avais raconté l'histoire de l'arme blindée belge depuis les années 1920, quels sont les modèles achetés, conçus et produits par la Belgique, les effectifs et l'organisation de sa force blindée, ainsi que la stratégie de l'armée royale. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, appuyez sur pause et allez d'abord la visionner. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas de faire un inventaire de toutes les actions des blindés belges durant la campagne des 10 jours qui a duré du 10 au 28 mai. D'une part parce qu'on a un problème d'information pour une partie d'entre eux. À ce propos, allez voir le Facebook de la chaîne où j'ai fait une vidéo d'explication par rapport à ça, où j'explique aussi la raison pour laquelle j'ai mis autant de temps pour sortir cette vidéo et qui est liée à la sortie prochaine d'un livre sur les T13 des chasseurs ardennais. Donc allez voir sur le Facebook de la chaîne. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. L'autre raison, c'est que les chars, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, étant tellement dilués dans l'armée belge que faire un compte-rendu complet de leur action serait absolument fastidieux. Donc moi, mon objectif dans cette vidéo, c'est plutôt d'apprécier le rôle des blindés belges durant cette campagne. Et pour ce faire, je vais donc me limiter à des exemples précis d'actions et d'unités dont les enseignements seraient significatifs. Allez, c'est parti! Sachez déjà que l'on peut diviser en 3 phases cette campagne des 18 jours qui dure du 10 mai jusqu'à la capitulation de la Belgique le 28. La première, allant du 10 au 14 mai, voit le dispositif défensif belge rendu rapidement caduc par la prise dès le premier jour et en un quart d'heure du fort d'Eben-Emael, pourtant considéré comme imprenable et le plus moderne d'Europe. Or, le fort est situé à un lieu stratégique car il est situé à la pointe des lignes de défense de la Meuse et du canal Albert et il devait couvrir également les ponts de Vroonhoven et de Veldwezelt qui n'ont pas été détruits par les cyclistes frontières avant leur retraite, permettant dès lors aux Allemands de se déverser sur les arrières des deux lignes déjà percées de toutes parts. Alors c'est là qu'auraient été utiles les 8 chars ACGA de l'escadron blindé du corps de cavalerie, nommé également escadron ABCC, car aussi petite soit-elle, cette force blindée aurait pu mener une contre-attaque dans le secteur d'Eben-Emael. Au lieu de cela, les rhinocéros blancs, devenus l'emblème de l'unité, sont maintenus en réserve jusqu'au 16 mai dans la région de Bruxelles, en prévention d'une éventuelle attaque de parachutistes allemands sur la capitale. Ainsi, durant cette semaine pourtant décisive, cette force précieuse est gaspillée dans une lutte anti-parachutiste où non seulement les chars ne constituent pas l'arme la plus adaptée et qui de toute façon n'aura pas lieu. C'est donc aux compagnies anti-chars des divisions d'infanterie que reviennent les premières actions des blindés belges, comme celle de la 7e division d'infanterie, en charge du secteur d'Eben-Emael, dont un peloton de T13 est envoyé le 10 mai à 19h depuis Moppertingen reprendre le pont de Veldwezelt. Mais la contre-attaque est un échec complet puisque sur les 4 T13 du peloton, 3 sont détruits. Vous voyez d'ailleurs là l'un d'entre eux qui a été perforé ici par un obus de 37 mm, tuant sur le coup le chauffeur. Sur le canal Albert, c'est la compagnie anti-chars de la 1re division d'infanterie qui tente de repousser la 31e division allemande à Hasselt. 20 tentatives où 2 T13 supplémentaires sont perdus. L'un touché par un obus perforant, l'autre abandonné après avoir été pris sous le feu nourri des mitrailleuses, les équipages se faisant capturer après s'être cachés dans un grenier d'une maison voisine. Dans le sud du pays, ce sont les T13 des chasseurs ardennais qui entrent en action. Par exemple, les 8 T13 du 3e régiment ardennais sont placés sur la défensive comme suit. 2 à Trois-Ponts, 2 à la baraque de Fréture, 1 à Vilsam, 1 à Grand-Halleux, un autre à Sam-Château et un dernier à Autré. Bref, on ne peut pas mieux illustrer la dispersion des blindés belges. Rappelons que les chasseurs ardennais n'avaient pas pour objectif de tenir le territoire, mais de retarder l'adversaire par des combats et des destructions d'infrastructures. Et on peut dire qu'ils ont plutôt brillé dans cet objectif, en retardant un jour supplémentaire les Allemands par des résistances notoires avec de faibles moyens, comme à Baudange. Suite à quoi, ils se replient sur l'Ourthe, puis la Meuse. Alors vous aurez pu remarquer que j'ai peu dit sur les combats des T13 des chasseurs ardennais. C'est parce que j'ai un manque cruel d'informations. Et c'est surtout aussi parce qu'il va y avoir l'année prochaine un ouvrage qui va être publié par Vernier et Halleux sur ce sujet. Alors si vous voulez en savoir plus, eh bien allez sur la chaîne Facebook où je donne un peu plus de détails sur cette future publication.
Alors si on en sait peu sur les combats de ces T-13 des chasseurs ardennais, en revanche, on sait que lors de l'évacuation des Ardennes, le T-13 numéro 527 est abandonné suite à des problèmes d'embrayage qui le rendaient impossible à conduire. Les chasseurs ardennais décident de l'utiliser quand même en le plaçant au travers de la route, près de 3 ponts, pour entraver le passage. Alors combien de temps est-ce qu'il a retardé les Allemands? On ne le sait pas, mais en tout cas, ces photographies qui présentent la scène sous plusieurs angles montrent que finalement, les Allemands ont fini par le pousser sur le côté. En tout cas, c'est loin d'être le seul blindé abandonné à cause de problèmes mécaniques. Le 3e régiment de chasseurs ardennais en abandonne un autre à Perwez. Un T-13 l'a également été en face de l'église de Hogne. Quant au 2e régiment de cyclistes frontières, il lâche un de ses 6 T-13 à Moulin-du-Rhuy. D'ailleurs, ça ne se voit pas au premier regard, mais ce dernier a été sabordé par son équipage. On a également un T-15 de la 1re division de cavalerie qui tombe en panne le 10 mai à Jauche. L'équipage pensait être dépanné sur le chemin, mais le lendemain midi, lorsqu'un camion arrive, c'est seulement pour chercher l'équipage qui démonte la mitrailleuse et sabote le char. Partout, les troupes belges se replient. L'état-major royal n'était pas naïf, il était conscient de la fragilité de la ligne Meuse-Canal-Albert, mais il pensait que leurs forces pourraient tenir au moins une semaine, le temps que les Français et Britanniques rejoignent et s'installent sur la ligne KV, nommée ainsi car elle va de Wavre à Königshoekt, dans la région d'Anvers, qui s'appuie sur la Dyle et qui avait été choisie par les Alliés en mars 1939, car la Meuse et le canal Albert étaient jugés trop loin par l'état-major français. Or, le front craque non pas au bout d'une semaine, mais dès le 2e jour, attend le repli de toutes les divisions belges vers la ligne KV. C'est là que les T-15 des divisions de cavalerie interviennent pour couvrir la retraite. Et le 12 mai, un peloton de l'escadron blindé du 2e lancier de la 1re division de cavalerie engage à Hanut un groupe de 6 chars allemands et parvient à en détruire 2, mais au prix de l'endommagement de 2 des leurs. À l'issue de cette première phase, au soir du 14 mai, tout l'est du pays est tombé aux mains des Allemands. Commence alors la seconde phase qui s'étend jusqu'au 22 mai, et dont les combats se concentrent d'abord sur cette ligne KV dont l'armée belge doit défendre le tronçon allant de Louvain à Anvers. Mais malgré la victoire française à Gembloux, le front craque de partout. Le 15 mai, les Néerlandais capitulent. Le même jour, Namur est évacué et la ligne de la Meuse est abandonnée par les Français qui se replient sur la Sambre. Le 16, ordre est donné d'abandonner Anvers et c'est désormais Bruxelles qui est menacée. Mais persistant dans la volonté dépassée de vouloir absolument maintenir un front continu, les Alliés décident d'une nouvelle ligne de défense sur la Dendre et le canal de Terneuzen avec Gand pour point névralgique. Et c'est enfin à ce moment qu'entre en action l'escadron blindé ABCC. En effet, le 16 mai, l'unité est déployée en première ligne pour s'opposer à l'avance allemande au nord de Bruxelles. Mais l'escadron, qui est pourtant déjà petit en soi, est non seulement dispersé, mais en plus reçoit une mission inadaptée de défense statique. Garder plusieurs ponts du canal de Willebruck et empêcher leur franchissement par la Wehrmacht. Celui de Chapelle-aux-Bois est gardé par l'ACG1 numéro 829 et le 833. Quant à celui de Tisselt, il est gardé par le char numéro 832. Le restant de l'escadron reste à Londerzeel pour assurer la défense du PC du 1er régiment de cyclistes frontières. C'est le lendemain, le 17 mai à midi, à Chapelle-aux-Bois, que les ACG1 connaissent leur baptême du feu lorsque les Allemands arrivent sur la rive du canal. Les chars, à l'aide des cyclistes frontières, repoussent d'abord les Allemands avant que ces derniers ne déploient des PAC-36. L'un d'eux est détruit par le char numéro 829, mais il est à son tour touché par un obus de 37 mm, dont un éclat heurte la tête du conducteur Albert Coffès, tué sur le coup, et blesse le tireur Albert Lutin. Le chef du char, l'adjudant Pulling, le seul être encore en état de combattre, extirpe du char Albert Lutin pour le mettre à l'abri et revient dans le blindé pour continuer à tirer à la mitrailleuse. Mais le char prenant feu, il finit par l'abandonner. Pendant ce temps, le numéro 833 de Desmoulins se mouvoie et finit par détruire le pack qui avait touché son collègue. Mais sa tourelle étant bloquée, et les Allemands parvenant à franchir le canal à un autre endroit, menaçant de prendre les Belges à revers, il se résout à se replier. La retraite du 1er régiment de cyclistes frontières sur Termonde est alors couverte par le restant de l'escadron. Mais sur la route, le char numéro 831 s'est complètement embourbé dans un fossé. Faute de moyens pour le récupérer, il est tout simplement abandonné. Le 18 mai, Bruxelles, proclamée ville ouverte, est occupée par les Allemands.
Ce même jour, les 6 chars survivants de l'escadron ABCC, dispersés, arrivent progressivement à Termonde. Mais là, le lieutenant Gailly, qui commande l'escadron, apprend que le QG du corps de cavalerie est désormais à l'est de Gand, à Destelbergen. Et comme ces chars ne sont pas équipés de radio, il décide alors de s'y rendre avec la moitié de l'escadron. Une fois sur place, le commandant du corps lui ordonne d'aller à Tereken renforcer la 2e division de cavalerie. Refaisant la route en sens inverse, il parcourt de nuit les 25 km et arrive le 19 mai à 2h. Et comme les Allemands ont réussi à franchir l'Escaut au sud d'Anvers, à Zweinrecht, les 3 chars sont immédiatement sollicités pour soutenir une contre-attaque du 2e régiment de lanciers de la 1re division de cavalerie, avec ses T13 et ses T15. Mais après tous ces allers-retours, vous comprendrez que la mécanique des chars est usée, et c'est pourquoi le numéro 833 tombe en panne. Ce qui n'empêche pas les 2 autres de poursuivre quand même leur objectif, et lorsqu'ils arrivent à l'entrée de Zweinrecht, ils sont immédiatement accueillis par les canons anti-chars allemands embusqués. Les 2 ACG1 cherchent alors à se mettre à l'abri, le lieutenant Gailly avec son numéro 807 se place à l'arrière d'une maisonnette afin de se protéger et tenter de repérer les canons adverses. Mais c'est là qu'il est frappé par un obus. Atteint par un début d'incendie, le char est évacué par son équipage. Alors peut-être que là, vous êtes surpris par l'existence de ces images de combat qui semblent être prises en direct. Mais ne vous réjouissez pas trop, car en réalité, il s'agit d'un film de propagande. Même si, il s'agit bien là du char du lieutenant Gailly qui a été incendié par les Allemands. Alors, comment ça se fait ? Eh bien tout ça, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo, quand je vous raconterai ce que les Allemands ont fait des chars belges suite à la campagne des 18 jours. Quant au dernier ACG1 restant intact, le numéro 832, il décroche et se replie sur Waterfleet. La contre-attaque est un échec qui n'aura retardé que peu de temps les Allemands, qui, il faut quand même le noter, ont été quand même surpris par la possession de chars par les Belges. Pendant ce temps, l'autre partie de l'escadron, qui s'était repliée derrière la Lys à Lotenhull, reçoit l'ordre le 19 mai de repartir à l'est soutenir la 1re division de chasseurs ardennais qui combat sur la Dendre entre Termonde et Alost, avant de couvrir leur retraite, durant laquelle le 817 tombe en panne. En fait, je ne parle pas trop des autres blindés, mais il faut vous imaginer que finalement ce sera globalement le rôle joué par la plupart des blindés des autres divisions, des contre-attaques locales et assurer la couverture de retraite. À la fin de la journée du 19 mai, mis à part le 832, on retrouve à Asten les 4 derniers ACG1 de l'escadron ABCC, mais 2 d'entre eux sont en réparation. Quant aux 2 restant encore en état de marche, ils sont affectés le 20 mai à la 2e division d'infanterie qui doit mener le lendemain matin une contre-attaque afin de reprendre Kvatrecht. Les 2 chars doivent donc de nouveau parcourir de nuit 20 km vers l'est. Ils arrivent à 6h15, soit quelques moments avant l'attaque à laquelle ils vont devoir participer sans se reposer et cette fois-ci en progressant 50 mètres devant l'infanterie. On peut dire qu'au début les choses se passent plutôt bien. Les 2 ACG1 dépassent la route Bruxelles-Gand et tombent sur un groupe de sidecars allemands à l'arrêt que les chars belges se font un plaisir d'écraser avec leurs chenilles. Mais une fois passée la surprise, les Allemands se ressaisissent et déploient leurs canons anti-chars. Au moment où le 803 s'approche du carrefour de Wetterstraat, 4 d'entre eux ouvrent le feu sur le char situé à peine 100 mètres de distance. À cette portée, aucune chance pour le char qui est perforé en plusieurs endroits. Le chef du blindé, le professeur Joseph Verboven, ainsi que le tireur, sont tués sur le coup par 2 obus pénétrant la tourelle, dont on voit ici les impacts. Cette autre photographie montre la tombe de Verboven qui a été enterrée juste à côté du char. Une tombe sur laquelle son père se recueillera quelques jours plus tard, comme le montre cette autre photographie. Quelques instants plus tard, c'est le 814 qui subit exactement le même sort. Un lourd bilan pour l'escadron ABCC qui ne dispose plus désormais que de 3 blindés. Et tout ça pour un résultat insignifiant puisque les Allemands reprennent Kvatrecht quelques heures plus tard. Les débris de l'escadron, après une semaine de combat sans relâche, sont envoyés à l'arrière, au repos, à Zwevesele. Le 20 mai, des affrontements débutent à Gand. Mais l'armée ayant déjà décidé de former une nouvelle ligne sur la Lys, la ville est évacuée dans la nuit du 22 au 23. Mais contrairement à Bruxelles et Anvers, le repli se fait dans un certain désordre, au point qu'à l'instar de l'équipage de ce T-13, des centaines d'hommes de la 18e et 16e division d'infanterie, surpris ou piégés par la destruction précoce de ponts, se rendent lorsque les Allemands entrent dans la ville où une quantité de matériel a été abandonné.
Le 23 mai débute la dernière phase de la campagne des 18 jours, avec la bataille de la Lys, derrière laquelle les autorités belges cherchent à constituer un précaré ou résister durant tout le conflit, pensant réitérer ce qu'elle avait fait durant la Première Guerre mondiale. Sauf que la situation de 1940 n'est pas celle de 1914. En effet, le 20 mai, la Wehrmacht atteint Abbeville, ce qui fait de l'armée belge une force encerclée avec la BEF et une partie de l'armée française. Alors cette bataille de la Lys, elle constitue vraiment pour l'armée belge l'affrontement le plus terrible de cette campagne. Une bataille au cours de laquelle les blindés belges, bien qu'ayant déjà subi d'énormes pertes, continuent de s'illustrer, comme le 25 mai, où une contre-attaque à Roncel de la 12e division d'infanterie, appuyée par un T-13 de type 3, aboutit à la capture de 230 prisonniers. C'est aussi à ce moment que les 3 derniers ACG1 sont réactivés, associés à la 10e division d'infanterie qui est envoyée à Saint-Éloi. Mais le temps des combats est fini pour eux, puisque les derniers chars belges, jusqu'au 27 mai, ne vont avoir pour mission que d'effectuer des reconnaissances ou de couvrir des retraites dans le secteur de Ypres. Alors parfois associés avec d'autres blindés, mais sans jamais entrer en contact avec l'ennemi. Un fait notoire quand même, et qui aurait pu être tragique, le 25 mai, des canons belges de 75 mm tirent sur ses propres chars. Les serveurs n'étaient tout simplement pas au courant de l'existence de tels engins dans leur armée, ils les avaient donc pris pour des chars allemands. Alors heureusement, cette méprise n'a fait aucune victime. Le 27 mai, l'escadron se replie à Hoogland, puis à 10 km au nord-ouest de Roulers. Cette même journée, les blindés belges opèrent leur dernier coup d'éclat lorsque 2 T-13 de type 3 accompagnés de T-15 des 2 divisions de cavalerie mènent leur dernière contre-attaque à Knesselar, parvenant à reprendre la localité et à capturer une centaine de prisonniers. Un coup d'éclat sans suite, puisque le lendemain matin, les équipages apprennent la capitulation de leur pays. En effet, pour le roi Léopold, la situation est désespérée. Les Belges sont repoussés au-delà de la Lys, dans les derniers territoires du pays, et les Britanniques évacuent leurs flancs pour réembarquer à Dunkerque. Privé de tout espoir de rétablissement, le roi signe donc la capitulation. On va annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi. Alors maintenant, quels sont les enseignements qui peuvent être tirés de cette chronologie des faits ? Déjà, on peut dire que globalement, le rôle des blindés belges durant cette campagne a été plutôt négligeable. Cela s'explique tout d'abord par leur dispersion, jusqu'à une trentaine par division, mais une dispersion qui est d'autant plus accentuée par le fait que durant les opérations, chaque sous-unité se voit affecter un détachement. Et si l'on veut illustrer cet éparpillement, il suffit de regarder l'escadron blindé du corps de cavalerie, pourtant déjà réduit avec 8 blindés, et qui pourtant a été constamment morcelé durant ces 3 semaines de combat. On peut aussi observer le dispositif défensif du 3e régiment de chasseurs ardennais, avec seulement 8 et 13, mais pourtant dispatchés sur un front de 20 km. Bref, les blindés belges ne sont jamais utilisés à une échelle supérieure à celui d'un peloton de 3 à 4 chars. Cela vient du fait que durant l'entre-deux-guerres, il n'y a eu aucune réflexion de l'état-major sur l'utilisation de l'arme blindée. Or, à l'origine, le T-13 n'a été développé que pour rendre plus mobile le canon anti-char de 47 mm. Il n'est donc pas étonnant de voir l'armée percevoir et utiliser durant la campagne ces blindés comme de simples plateformes d'artillerie en soutien de l'infanterie ou de la cavalerie. Et cela explique également l'usage très maladroit et inadapté qui en a été fait. De la lutte contre les parachutistes ou de la garde statique de pont, ce qui est en contradiction totale avec l'un des atouts majeurs des blindés belges, la vitesse. Alors ce qui est plutôt dommage car c'est au nom de cette vitesse que le blindage a été sacrifié. Et avec une protection qui ne dépasse pas la dizaine de millimètres chez la plupart des engins, on peut dire que les blindés belges ont été des proies faciles pour les canons anti-chars allemands et même les canons de petit calibre. Ce manque de pratique, on le rencontre également chez certains équipages, comme le montre si bien l'intitulé de l'article de Mathias André sur l'escadron ABCC, le poids de l'inexpérience. Car en ayant dissous en 1934 le premier corps blindé, le gouvernement belge a opéré une rupture dans l'accumulation d'expérience sur l'utilisation du char.
Si bien que lorsque l'escadron blindé du corps de cavalerie n'a été créé qu'en septembre 1939, il a été formé à partir d'hommes dont la seule formation se limite à celle du cheval, et qui n'ont eu que quelques mois pour apprivoiser au camp Beverloo leur nouvelle monture métallique. Mis à part ces emplois inadaptés, les blindés belges ont été utilisés au cours de cette campagne essentiellement sous deux formes d'action. La première, c'est la couverture de retraite, mais qui ne permet pas aux blindés de se distinguer particulièrement, et la deuxième, ce sont les contre-attaques. Mais celles-ci sont trop rares, locales et isolées, et menées avec des effectifs trop réduits. De plus, si les ACG1 se montrent parfaitement adaptés à la contre-attaque, ce n'est pas le cas des T-13 de type 1 et 2, qui ne peuvent pas déployer leurs canons vers l'avant sans mettre en danger leur chauffeur. Ils sont donc plus adaptés à la défense embusquée qu'à la reprise de localité. Il ne faut pas oublier les problèmes de communication. Faute de radio, les équipages en étaient encore à devoir communiquer entre eux à l'aide de fanions qui passaient à travers les écoutilles. C'est aussi la raison pour laquelle, le 18 mai, Gailly a dû parcourir plusieurs kilomètres pour se rendre jusqu'au PC du corps de cavalerie, tout ça pour avoir des instructions qu'il aurait pu très bien avoir par radio. Enfin, les blindés belges ont énormément souffert de problèmes techniques. Beaucoup sont tombés en panne et ont dû être abandonnés. Ce qui s'explique par les longues distances qui ont dû être parcourues dès le premier jour avec la retraite, parfois jusqu'à une centaine de kilomètres, et qui ont été amplifiées par les multiples ordres et contre-ordres. Or, si la suspension Horstmann assure de bonnes capacités tout-terrain au T15, elle supporte en revanche assez mal le parcours de longue distance. Et comme la rapidité du repli a désorganisé la logistique et le support matériel, faute de réparation ou de pièces de rechange, un nombre conséquent de blindés ont dû être abandonnés, comme le T13 numéro 527 suite à un simple problème d'embrayage, ou l'ACG1 numéro 831 après simplement s'être embourbé. Souvent, ces blindés étaient sabordés par leurs propres équipages, qui disposaient d'un manuel expliquant les différentes étapes pour détruire son propre char. Comme par exemple Franz Schmidt, détruisant son T13 de type 2, après avoir appris à Roulers le 28 mai à 6 h la capitulation de son pays pour que son engin ne tombe pas aux mains de l'ennemi. Le mémoire de Müller, qui s'intéresse en partie à la dimension psychologique des équipages, montre la difficulté pour ces derniers de détruire ce qui a représenté ces dernières semaines de combat, en quelque sorte une maison. Il cite le témoignage d'un chasseur ardennais. « Je jette un regard ému vers mon char, mon beau char 546. Lentement je m'éloigne, avant de ne percevoir plus qu'un point noir. La guerre est-elle finie ? Oui, cette bataille de Belgique s'achève bien le 28 mai. Et on peut dire que pour les blindés belges, les pertes sont plutôt lourdes. Combien exactement, on ne le sait pas. Mais on peut prendre l'escadron ABCC comme point de repère, puisque pas moins de 5 des 8 chars ont été perdus. Malgré tout, on ne peut que souligner les quelques succès locaux remportés par les blindés belges, qui, forts de leurs canons et de leur petite taille, une fois bien camouflés, se sont révélés parfaitement adaptés à l'action retardatrice, notamment comme aux Ardennes. Mais ces quelques succès locaux sont loin d'être suffisants pour pouvoir influer sur l'issue de la guerre. Alors évidemment, l'histoire des blindés belges ne s'arrête pas là. En effet, comme nous le montre cette photographie prise sur la grande place de Bruges, après la capitulation, et sur laquelle figurent 2 T15 et 1 T13 de la première division de cavalerie, malgré les pertes, la Wehrmacht met la main sur un certain nombre de blindés belges. Alors combien exactement, on ne le sait pas, mais en tout cas suffisamment pour que le nombre de photographies de ces derniers entourés d'Allemands soit conséquent. Des blindés qui, tout comme ceux des autres pays vaincus, vont être réutilisés par l'armée allemande. Mais comment ? En tout cas, pas sur le front. Les blindés belges ayant déjà fait preuve de leur faiblesse face aux canons de petit calibre en mai 1940, les Allemands n'allaient certainement pas les aligner en URSS face aux lourds KV-1 et aux T-34. Pour ce qui est des T-15, déjà peu nombreux avant la guerre, la plupart sont détruits avant la capitulation. Les quelques exemplaires restants, désormais désignés Panzerspähwagen VCL 701B, ne semblent pas avoir quitté la Belgique, et ont servi uniquement de véhicules de police, d'entraînement et de protection pour les aérodromes. En ce qui concerne les ACG1 survivants, ils sont récupérés par les Allemands et renommés Panzerkampfwagen 736F, la lettre F montrant ainsi l'origine française du char. Il est utilisé comme véhicule d'école, mais l'un d'entre eux va connaître un destin tragique. Pour les besoins de la propagande, les Allemands reconstituent l'affrontement de Zweinrecht et incendient le char pour reproduire la perte de celui du lieutenant Gailly.
Et ce sont ces images de propagande qui sont souvent présentées en tant qu'illustration, comme si elles étaient authentiques. Quant au T-13, les exemplaires ayant survécu sont remis en état et intégrés sous la désignation de Beutepanzerkampfwagen T-13B. Du fait que son canon soit pointé vers l'arrière, les types 1 et 2 ne semblent pas avoir été utilisés au combat, à l'inverse des types 3 qui ont servi dans la division SS Totenkopf, dont on a des photographies, et dans la Feldgendarmerie jusqu'en 1944 contre la résistance, mais aussi dans les Balkans et en Russie contre les partisans. Mais cette photographie prise en Yougoslavie montre que les types 3 étaient également utilisés en tant que tracteurs. En tout cas, c'est l'un de ces T-13 qui constitue aujourd'hui le dernier exemplaire intact de blindés belges ayant participé à la campagne de mai 1940. Il est actuellement conservé au Musée Royal d'Histoire Militaire à Bruxelles. Vous avez pu voir au cours de ces vidéos que je me suis attaché à le filmer sous tous les angles parce que on peut dire qu'il a vraiment une sacrée histoire. Ce blindé numéro 1139 du régiment de cyclistes frontières a survécu à la campagne des 18 jours. Les Allemands l'ont ensuite utilisé comme objet d'exposition et il a fini après la guerre dans un entrepôt de l'arsenal de Vienne où il est stocké jusqu'à ce qu'un membre du Tankmuseum de Bruxelles redécouvre cet artefact de la guerre en 1980. Mais il a fallu une longue négociation entre les deux musées, les Viennois prenant conscience de la valeur de son bien en demandaient plus de 2 millions de francs. Et finalement, c'est un échange qui est opéré en 1983, le T-13 contre un canon de 88. Ainsi s'achève ce volet sur les blindés belges en mai 1940. Cette série sur les chars de la Seconde Guerre mondiale va évidemment se poursuivre. Alors quand et avec quelle nation, pour l'instant je l'ignore. En tout cas, si vous êtes au courant des prochaines publications de la chaîne, n'oubliez pas d'adhérer à celle-ci et d'aller également sur le groupe Facebook où je publie de temps à autre des petites vidéos qui me permettent de développer des points précis des sujets que j'aborde dans mes vidéos. Au cours de l'une de celles-ci, je me permets de répondre à ceux qui m'ont vivement critiqué sur ma façon de prononcer le nom des villes belges. Eh bien, je vous démontre en quelques instants pourquoi vous avez tort. N'oubliez pas que d'ici là, vous pouvez également revoir les anciens épisodes sur les chars polonais, italiens et néerlandais. Et si vous avez envie de découvrir l'histoire de Vlug, ce soldat américain qui a réussi à détruire 5 chars japonais en quelques instants, allez voir cette vidéo d'un camarade du label Hérodote, Histoire à la carte. Vive la Belgique et longue vie et prospérité.